Elle cria si fort que les gardes à la porte, habitués aux gémissements et au délire des malades, reculèrent instinctivement. Le cri était aigu, saccadé, comme si ce n'était pas de l'air qui sortait de sa gorge, mais de la chair. Cette nuit-là, dans la pénombre des bougies et l'odeur de cire brûlée, les médecins et les hommes en capuche sombre firent ce que l'on appellera plus tard dans le palais une terrible torture charnelle. Ils coupèrent le clitoris de l'impératrice alors qu'elle était encore en vie. Les serviteurs ont reçu l'ordre de se taire, mais dès le matin, des murmures sur le fait que son vagin avait été mutilé et son système reproducteur détruit se sont répandus dans tous les couloirs. 2 mois avant cette nuit-là, elle se rendait encore dans la salle d'audience. Elle s'agrippait au bord du trône pour cacher le tremblement de ses mains, mais elle parlait d'une voix ferme, recevait les requêtes et discutait avec les ducs. À ce moment-là, il semblait encore possible de contenir la maladie qui avait commencé par des brûlures et des douleurs dans le bas-ventre. Les premiers examens ne révélaient qu'une inflammation des tissus mous. On lui prescrivait des saignées en petite quantité 2 fois par semaine, des sangsues sur le bas-ventre pendant un quart d'heure et des pommades à base de saindoux, d'ail pilé et de vermifuge 3 fois par jour. Mais la douleur s'intensifiait et, déjà à cette époque, elle disait à son confesseur qu'elle ressentait un froid intense dans l'utérus. La situation politique était explosive. La vieille noblesse, menée par le duc des Terres du Nord, exigeait une ligne dure et le transfert d'une partie des pouvoirs au Conseil, craignant son rapprochement avec les milieux marchands. Le nouvel entourage, soutenu par les ambassadeurs des terres orientales, insistait sur la réforme fiscale et l'abolition des anciens privilèges. La querelle religieuse entre le parti catholique et les partisans du renouveau s'était infiltrée dans la cour même. Chaque visite du prêtre à l'impératrice était accompagnée de discussions sur les exécutions des hérétiques et les grâces accordées aux prisonniers. Après la nuit de la honte, son état commença à se détériorer. Dans les notes médicales rédigées à la main par le médecin en chef, on pouvait lire « Les bords de la plaie sont irréguliers, la peau autour est enflammée, les sécrétions sont purulentes, l'odeur s'est fortement intensifiée, l'urine contient du sang. Les pansements étaient changés matin et soir, parfois même au milieu de la nuit, lorsqu'ils étaient complètement imbibés. Les 2 cuillères de sirop de pavot par nuit ne faisaient plus effet, et on commença alors à lui donner des grains d'opium à l'aube et après-midi. La garde devant les appartements changea. Désormais, des hommes de différentes familles se relayaient toutes les 6 heures. Les clés étaient conservées par un camérier issu de l'ancienne famille Listov. Mais une semaine plus tard, des hommes du comte de Taurin, connus pour leur allégeance aux partisans de la ligne dure, pénétrèrent dans la chambre par un passage secret dans le mur nord. Personne ne savait ce qu'ils faisaient à l'intérieur, mais le lendemain matin, elle était pâle, ses mains tremblaient et ses yeux fixaient un point dans le vide. Elle continuait à recevoir des messagers, mais ceux-ci n'étaient désormais admis qu'après avoir été contrôlés 3 fois. Le vin et la nourriture étaient goûtés sous les yeux des gardes. Les notes sur les dégustations étaient recopiées 3 fois et les seaux changés. Les serviteurs qui restaient auprès d'elle portaient des foulards devant leur visage pour masquer l'odeur et ne levaient presque jamais les yeux. Dans un rapport adressé au duc des Terres du Nord, le 15 du mois de Séchénia, on pouvait lire
L'impératrice détient les sceaux, mais elle est affaiblie. Une odeur nauséabonde règne dans ses appartements, et les rumeurs concernant la perte totale de ses facultés physiques sapent son autorité. La confession quotidienne devint une habitude pour elle. Elle demandait à son confesseur si le Seigneur pourrait pardonner ses péchés, alors que son corps avait été mutilé par les serviteurs du palais. Elle promettait des aumônes au monastère, mais le lendemain, elle annulait ses ordres, convaincue que les moines étaient de mèche. Les saignées se poursuivaient, mais moins fréquemment, une fois par semaine, en petite quantité. On lui plaçait des sangsues sur les avant-bras, car le moindre contact avec le bas du corps lui arrachait des cris de douleur. On lui pratiquait des cautérisations ponctuelles au niveau du ventre afin de chasser le froid. On lui appliquait 4 fois par jour des onguents à base de saindoux, de miel, de vinaigre et d'herbes séchées. Le médecin notait pouls faible, langue blanche, sueur à l'odeur forte, fièvre persistante la nuit. Les gardes signalaient des cris nocturnes. Parfois, elle appelait par leur nom des personnes décédées depuis longtemps. Parfois, elle criait que des assassins s'étaient introduits dans la pièce. Ses yeux étaient rouges et cernés. Elle ne dormait presque pas et tombait dans un état second pendant la journée, dont elle sortait en exigeant que l'on réunisse immédiatement le conseil. Pendant ce temps, la lutte pour le pouvoir s'intensifiait. Les anciennes familles tentaient d'accélérer la signature du document, transférant le pouvoir aux neveux. Le nouvel entourage tergiversait, espérant que sa présence, même alitée, permettrait de gagner du temps. Les ambassadeurs des terres orientales insistaient pour que l'héritier épouse leur princesse, mais à condition que la femme qui avait perdu sa dignité soit complètement écartée. À la fin du mois, ses mains étaient devenues fines et froides. La peau de ses talons était craquelée jusqu'au sang. Ses cheveux tombaient par touffes. Mais elle tenait toujours le sceau, et tous ceux qui entraient dans ses appartements sentaient que tant qu'elle serait en vie, personne ne pourrait ouvertement prendre le pouvoir. Au milieu du mois suivant, son état faisait l'objet de discussions secrètes dans tous les coins du palais. Même ceux qui avaient gardé le silence auparavant murmuraient désormais que l'impératrice avait non seulement survécu à une terrible maladie, mais aussi à un châtiment corporel humiliant. On lui avait coupé le clitoris de son vivant. Ce détail était répété à voix basse par les serviteurs et les gardes, qui ajoutaient que c'était précisément à cause de cette mutilation que l'odeur dans les appartements s'intensifiait et que la douleur ne s'atténuait pas, même sous l'effet des opiacés. Les notes médicales du 8 novembre indiquaient: les ulcères sur les cuisses ont augmenté. L'inflammation dans la région de l'aine ne diminue pas. Il y a des écoulements de sang et de pus. L'odeur s'est fortement intensifiée lors du changement de pansement. Le pouls est à peine perceptible, la langue est grise, l'urine est trouble. Les médecins ont continué à pratiquer des saignées en petite quantité 2 fois par semaine, ont posé des sangsues sur la face interne des cuisses pendant 1/4 d'heure, mais sans toucher la blessure, car toute approche provoquait des crises d'hystérie et des cris qui s'entendaient à l'extérieur des appartements. Elle ne recevait les messagers qu'assise dans son lit, appuyée sur des oreillers. Sa voix était devenue plus faible, mais ses paroles plus dures. Dans ces moments de lucidité, elle pouvait ordonner l'exécution des personnes soupçonnées de complot ou la confiscation des terres de familles entières.
Mais quelques heures plus tard, elle pouvait revenir sur ses ordres, affirmant que ses ennemis avaient falsifié les textes des décrets. Le chambellan Listov se plaignait au conseiller qu'il était impossible de mener les affaires. Chaque jour, elle donnait des ordres contradictoires et, pour signer un document, elle exigeait qu'on lui tienne la main, car ses doigts tremblaient. La garde autour de ses appartements fut renforcée. Seuls 3 serviteurs, 2 médecins, un confesseur et 2 conseillers, l'un issu de l'ancienne noblesse, l'autre du nouvel entourage, y avaient accès. La nuit, les couloirs étaient patrouillés par 6 hommes et les sceaux des portes étaient vérifiés toutes les heures. Les tentatives de l'ancienne noblesse pour pénétrer à l'intérieur se soldaient par des affrontements avec les hommes armés du nouveau parti. Personne ne cherchait plus à étouffer les rumeurs selon lesquelles la perte du clitoris n'était pas le résultat d'un traitement, mais un acte délibéré d'humiliation politique. Dans les couloirs, on citait des noms. L'ordre aurait été donné par le comte de Thorin, et les exécutants auraient agi pendant la nuit, lorsque les gardes avaient été remplacés par des hommes de sa famille. En conséquence, selon beaucoup, l'impératrice avait perdu la possibilité d'avoir des héritiers, ce qui devint le principal argument en faveur du transfert du pouvoir à d'autres branches de la famille. Son état physique se détériorait, l'œdème des cuisses s'aggravait, la peau autour de la plaie noircissait, les sécrétions devenaient plus épaisses et dégageaient une forte odeur putride. Les pansements étaient changés toutes les 3 ou 4 heures, rapidement, afin d'empêcher l'infection de se propager. Les zones touchées étaient traitées 4 fois par jour avec des pommades à base de graisse, d'ail, de vinaigre et d'absinthe. On lui donnait des grains d'opium le matin et le soir et 2 cuillères de sirop de pavot le soir. Dans son délire, elle répétait souvent « Ils m'ont enlevé ma femme » et exigeait que le confesseur confirme que le Seigneur ne lui refuserait pas son pardon. Parfois, elle confondait le prêtre avec le médecin, lui saisissait la main et lui ordonnait de recoudre ce qui avait été coupé. Les médecins consignaient ces paroles dans leurs notes privées, mais ne les mentionnaient pas dans leurs rapports officiels. Pendant ce temps, la situation politique se compliquait. Les anciennes familles avaient préparé un projet de lettre pour transférer le pouvoir aux neveux. Mais le nouvel entourage avait intercepté le messager et caché le document. Les ambassadeurs des terres orientales ont ouvertement laissé entendre qu'une intervention militaire était possible si le chef de l'État n'était pas capable de donner naissance à un héritier. Les rumeurs sur son mutilation ont été utilisées comme arme dans les négociations. Même à l'étranger, on savait que l'impératrice avait été privée de son clitoris et qu'elle était en fait détruite en tant que femme. Malgré cela, elle conservait le pouvoir par la peur. Quiconque entrait dans sa chambre voyait dans ses yeux, malgré la faiblesse de son corps, un froid calculateur. Sa présence parmi les vivants restait le principal obstacle à un coup d'État définitif. L'hiver apporta dans ses appartements le froid et encore plus de douleur. Les bandages imprégnés de puces se figeaient dans l'air glacial et, à chaque changement, la peau se déchirait avec le tissu. Les médecins continuaient de constater « La région de l'aine est dans un état d'inflammation constante. Les bords de la plaie sont irréguliers, noirs. Œdème des cuisses, sécrétion épaisse, avec une odeur forte. Chaque rapport mentionnait que le moindre contact avec la zone mutilée, où se trouvait autrefois le clitoris,
provoquait des cris hystériques et que les pansements ne pouvaient être changés qu'avec l'aide de 3 serviteurs qui la maintenaient par les bras et les jambes. Son corps perdait ses forces, mais son esprit ne cédait pas complètement. Dans ces moments de lucidité, elle pouvait dicter des lettres au duc ou ordonner de verser une partie des revenus des douanes au trésor. Mais aussitôt, 1 heure plus tard, dans son délire, elle exigeait que ces mêmes papiers soient brûlés, convaincue qu'ils cachaient les maux de ses ennemis. Le chambellan Listov commença à tenir un double registre, l'un pour elle, l'autre pour le conseil. On lui donnait désormais des grains d'opium 3 fois par jour et 3 cuillères de sirop de pavot le soir. Mais cela ne faisait qu'atténuer la douleur sans la faire disparaître. Des saignées en petite quantité étaient pratiquées 1 fois par semaine. Des sangsues étaient placées sur ses épaules et ses chevilles pendant 1/4 d'heure. Des cautérisations étaient effectuées à certains endroits de l'abdomen afin de chasser le froid. Des pommades à base de saindoux, de miel, de vinaigre et d'absinthe étaient appliquées 4 fois par jour, et les bandages étaient changés toutes les 2 ou 3 heures. Les serviteurs autorisés à s'approcher d'elle demandaient de plus en plus souvent à être mutés. Ils ne supportaient ni la vue de sa peau noircie et en décomposition, ni l'odeur nauséabonde, ni ses cris mêlés de prières et de menaces. On recrutait des jeunes inexpérimentés dans les villages éloignés en leur promettant de l'argent et une place à la cour. Son délire s'aggravait. La nuit, elle appelait par leur nom ceux qui étaient morts depuis de nombreuses années. Elle disait que ceux qui avaient tenu le couteau, la nuit où on lui avait coupé le clitoris, se tenaient derrière les portes. Parfois, elle essayait de se lever, s'agrippait au bord du lit, mais retombait, à peine retenue par les sangles. Les médecins ont commencé à noter ses hallucinations nocturnes. La patiente affirme sentir des contacts au niveau de la plaie. Elle crie que quelqu'un lui murmure des paroles de mort. La garde ressemblait désormais à un état de siège. Les clés des appartements étaient détenues par 3 personnes, le chambellan, le garde principal et le confesseur. Des rondes nocturnes étaient effectuées à la lueur des torches, vérifiant les sceaux sur les portes. Les anciens ont tenté une nouvelle intrusion. Sous prétexte de prière nocturne, ils ont essayé de faire entrer son neveu, mais les gardes de la nouvelle garde ont bloqué le passage et une bagarre a éclaté dans le couloir étroit. La situation politique était à fleur de peau. Les anciennes familles diffusaient ouvertement la nouvelle qu'elle ne pouvait pas donner naissance à un héritier, car son système reproducteur était détruit. Le parti marchand répondait qu'elle régnait toujours et que sa volonté avait force de loi. Mais le mécontentement grandissait au sein même du parti. Chaque nouveau décret était accompagné de corrections et les sceaux changeaient 2 à 3 fois par jour. Les ambassadeurs des terres orientales ont commencé à négocier non plus avec elle, mais directement avec les représentants du conseil. Dans ces appartements, la vie suivait un rythme monotone. Le matin, pansement et examen. L'après-midi, brève réception des messagers. Le soir, confession et médicaments. Le confesseur l'entendait désormais plus souvent demander de ne pas pardonner les péchés de ses ennemis, mais de les punir. Elle pouvait encore nommer ceux qui avaient voté contre ses décrets et exigeait que ces noms soient inscrits sur une liste spéciale, conservée sous son oreiller. Son état physique empirait. Ses talons étaient crevassés jusqu'au sang.
Les ongles de ses mains et de ses pieds commençaient à se détacher. Ses cheveux tombaient par touffes. La peau autour de la plaie à laine était dure, couverte d'ulcères dont les bords suintaient constamment. L'odeur était si forte que même la fumigation au genévrier n'y faisait rien. Les médecins ont noté qu'elle avait presque constamment de la fièvre et que sa transpiration était accompagnée d'une odeur aigre et forte. Dans son délire, elle pouvait soudainement exiger qu'on lui rende ce qui lui avait été coupé et affirmait que sans cela, Dieu ne la reconnaîtrait pas comme une femme. Elle disait parfois qu'elle voyait des anges qui venaient vers elle, mais qui se détournaient en voyant qu'elle était estropiée. Son confesseur essayait de ne pas noter ses paroles, mais elle se retrouvait dans les notes privées des serviteurs. Malgré son état semi-dément, la peur qu'elle inspirait était toujours présente. Quiconque entrait dans ses appartements avait le sentiment que, même alitée et plongée dans son délire, elle était capable, d'un seul mot, de détruire une famille ou d'élever un homme. Les anciennes familles craignaient toujours de la déclarer incapable de régner, redoutant qu'elle ne reprenne soudainement ses esprits et ordonne leur exécution. Mais en dehors de ses appartements, la lutte faisait déjà rage comme si elle était morte. Les réunions se tenaient toute la nuit. Les listes d'héritiers changeaient presque quotidiennement. Chaque document relatif à la succession au trône stipulait que la souveraine avait perdu la capacité de procréer en raison d'une mutilation corporelle. Cette formulation était désormais prononcée ouvertement, et tout le monde comprenait qu'il s'agissait de l'ablation de son clitoris. Au début du printemps, son corps ressemblait à une enveloppe immobile et défigurée, mais le pouvoir restait entre ses mains. Sa vue avait presque disparu. Elle ne distinguait que les ombres et la lumière des bougies. Les serviteurs s'approchaient d'elle en se présentant à voix haute afin qu'elle puisse reconnaître leur voix. Les médecins constataient perte totale de la capacité de bouger le bas du corps, région pubienne en état de putréfaction, plaie profonde jusqu'à l'os. Impossible de toucher la zone blessée, cri jusqu'à l'épuisement. Et cet endroit, où se trouvait autrefois son clitoris, restait le centre de ses souffrances, enflammé, exsudant une odeur nauséabonde, provoquant des spasmes au moindre mouvement. Les saignées étaient désormais rares, une fois toutes les 2 semaines, en petite quantité, de peur que la perte d'une poignée de sang ne la tue. Les sangsues n'étaient plus placées sur les cuisses, mais uniquement sur les avant-bras et le cou. Des pommades à base de saindoux, de miel et d'absinthe étaient appliquées sur les plaies 4 fois par jour, mais les tissus ne cicatrisaient pas et se décomposaient, laissant apparaître une chair rouge foncée et humide. On lui donnait des grains d'opium toutes les 4 heures et du sirop de pavot à petites cuillères, même la nuit. L'odeur dans les appartements était insupportable. Les fenêtres étaient fermées, mais un courant d'air froid s'infiltrait quand même par les interstices. Les braseros remplis de genévrier et d'absinthe n'étaient d'aucune aide. Les gardes à la porte changeaient toutes les 2 heures. Seuls les plus résistants restaient à l'intérieur, car même la récompense promise ne suffisait pas à convaincre beaucoup de gens de travailler dans ces conditions. La lutte politique avait atteint un nouveau niveau. Les anciennes familles préparaient un document officiel convoquant le conseil et transférant le pouvoir aux neveux. Mais le nouvel entourage contrôlait l'accès au sceau.
affirmant qu'elle était toujours en mesure de signer les décrets. À plusieurs reprises, des documents lui furent apportés dans ses appartements pour qu'elle les signe, et elle, sans voir le texte, appuya le sceau sur un espace vide du parchemin. Cela permettait aux deux parties d'insérer les ordres qui leur convenaient. Les ambassadeurs des terres orientales ne cachaient plus leur position. Lors de leurs entretiens avec les ducs, ils déclaraient qu'une femme privée de son honneur et de son clitoris ne peut gouverner selon les lois de Dieu. Ces paroles lui parvinrent rapidement. Ce jour-là, dans son délire, elle ordonna de punir tous ceux qui répandaient la honte et la traitaient de morte. L'accès à la reine était désormais contrôlé par 3 clés. L'une était détenue par le chambellan Listov, la deuxième par le chef des gardes et la troisième par le confesseur. Toute rencontre était consignée dans un registre conservé sous 3 sceaux. La nuit, 8 hommes armés de lances montaient la garde devant la porte et faisaient le tour des couloirs toutes les demi-heures. Ces confessions devinrent courtes, mais remplies de haine. Elle ne parlait plus de charité, demandant seulement si ceux qui, lui, avaient coupé le clitoris et l'avaient détruite en tant que femme pouvaient être exécutés. Le confesseur s'en allait en silence, n'osant pas répondre. Physiquement, elle était presque immobile. Ses mains tremblaient, ses doigts se recroquevillaient, ses ongles tombaient. Il ne lui restait que quelques mèches de cheveux à l'arrière de la tête. La peau de ses talons était craquelée jusqu'à l'os. Dans l'aine, les tissus se décomposaient et une odeur de pourriture imprégnait ses vêtements, son lit, tout autour d'elle. On lui changeait ses pansements toutes les 2 heures, qui étaient imprégnés d'un liquide sombre en quelques minutes. Malgré cela, la peur qu'elle inspirait était toujours aussi forte. Les serviteurs qui entraient dans la chambre craignaient même de croiser accidentellement son regard trouble. Les conseillers qui discutaient à la porte se taisaient dès qu'ils entendaient son cri rauque. Toute décision concernant la transmission du pouvoir était reportée. Tant qu'elle respirait, personne ne pouvait ouvertement la déclarer incapable de régner. Mais derrière les portes, les préparatifs pour sa fin étaient déjà en cours. Les vieilles familles dressaient la liste des nouveaux postes. Le nouvel entourage cachait le trésor et les documents. Tout le monde savait que la mort de cette femme, infirme mais toujours dangereuse, serait le signal d'un remaniement immédiat du pouvoir. La mort la gagna lentement, comme tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Une semaine avant la fin, elle cessa d'ouvrir les yeux. Les médecins ont noté respiration superficielle, pouls à peine perceptible, peau froide, région inguinale en état de décomposition complète. À l'endroit où se trouvait autrefois le clitoris, il ne restait qu'une masse noire et morte qui dégageait une odeur si nauséabonde que même les serviteurs habitués à la puanteur se détournaient et s'efforçaient de rester à l'écart. Elle ne parlait plus depuis plusieurs jours, bougeant seulement parfois les lèvres, comme si elle priait. Le confesseur venait 2 fois par jour, mais il ne lisait plus les prières pour elle, mais sur elle. Il savait qu'elle ne pouvait guère l'entendre, mais selon la coutume, les mots devaient être prononcés. La garde à la porte était doublée, les clés étaient toujours entre les mains du chambellan, du chef des gardes et du confesseur. Les couloirs étaient patrouillés à la lueur des torches et tout le monde savait que la fin était proche. Le soir du 3e jour du mois de Snezhnia, elle rendit son dernier souffle.
Les médecins se regardèrent, confirmèrent le décès et ordonnèrent de cacher le corps aux regards indiscrets. Les serviteurs qui étaient restés auprès d'elle commencèrent à préparer la dépouille pour l'embaumement, mais ils constatèrent que la région pubienne, détruite lorsqu'on lui avait coupé le clitoris, était complètement pourrie. Les tissus se désagrégeaient au toucher et un liquide sombre et épais s'écoulait de l'intérieur. Selon l'ancienne coutume, il fallait laver le corps à l'eau chaude additionnée de décoction, mais chaque tentative de toucher le bas du corps provoquait un effritement de la peau. Les médecins ont noté: les tissus internes se sont désagrégés, l'odeur est insupportable. Pour ralentir la décomposition, le corps fut frotté avec un mélange de vin fort, d'aiguilles de pin broyées et de sel, mais l'odeur persistait. Il fut impossible de revêtir la robe d'apparat. Le tissu s'accrochait aux parties exposées de la chair en décomposition. On l'enveloppa donc dans un simple linceul de lin, recouvert d'un manteau armé. La nouvelle de la mort fut gardée secrète pendant près de 24 heures. Pendant ce temps, les anciens se réunirent dans l'une des salles pour préparer un document transférant le pouvoir au neveu. Au même moment, le nouvel entourage falsifiait les signatures sur les ordres prétendument laissés par la défunte 2 jours avant sa mort. Personne n'était admis dans ces appartements, à l'exception des médecins et des 2 serviteurs chargés de transporter le corps. Lorsque la nouvelle se répandit enfin, ce fut le chaos. Le duc des terres du Nord ordonna que le cercueil soit exposé dans la salle du trône pour un adieu public, mais le parti des marchands insista pour que les funérailles aient lieu à huis clos afin de ne pas troubler le peuple à la vue d'un corps mutilé. Les cris et les disputes durèrent plusieurs heures dans la salle du conseil, jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'enterrer à l'aube, sans cérémonie. Le transport du corps fut une épreuve à part entière. Le cercueil en chêne sombre, recouvert d'un tissu, était fermé par un couvercle hermétique afin que l'odeur ne se propage pas dans les salles. Il était porté par 6 personnes qui se relayaient toutes les quelques minutes en raison du poids et de la puanteur. La foule rassemblée dans les rues était silencieuse. Seuls quelques cris de malédiction et les plaintes des femmes des villages se faisaient entendre dans la foule, disant que ce n'était pas la maladie qui l'avait tué, mais un couteau et la honte. L'enterrement se déroula rapidement. Les prêtres récitèrent des prières sans entrer dans les détails. Le cercueil fut descendu dans une crypte en pierre, recouvert d'une dalle, et les gens s'en allèrent. Il n'y eut ni commémoration, ni cortège funèbre. Après les funérailles, la lutte pour le pouvoir s'engagea ouvertement. Les anciennes familles publièrent un document officiel désignant leurs favoris comme héritiers. Mais le nouvel entourage présenta un faux document avec un autre nom. Les arrestations commencèrent. Presque tous ceux qui la servaient personnellement quittèrent le palais. Toute sa correspondance, les notes des médecins et les rapports de la garde furent enfermés dans les archives et scellés. Les chroniques officielles indiquèrent qu'elle était morte d'une longue maladie des organes féminins. Personne ne mentionna le fait qu'on lui avait coupé le clitoris de son vivant. Mais une autre version resta dans la mémoire populaire. L'impératrice aurait été exécutée bien avant sa mort, privée de son honneur et de sa vie d'un seul coup de couteau. Et tout ce qui suivit ne fut qu'une lente agonie sous les yeux de ceux qui se partageaient son trône. C'est ainsi que prit fin le règne d'une femme
dont le corps fut transformé en champ de bataille politique. Mais son dernier souffle marqua le début d'une nouvelle ère, une ère où son nom devint le symbole non seulement de l'humiliation, mais aussi de la peur qui maintint longtemps le pays dans les chaînes des guerres civiles.